Le rendez-vous fidélité. De 11h à midi, Simon Marty. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver en ce début de journée pour partager ensemble ce nouveau rendez-vous. Le rendez-vous fidélité d'aujourd'hui qui nous amène à la découverte d'un monde qui pousse peut-être juste à côté de chez vous. Imaginez des fraises qui ont parcouru à peine quelques kilomètres avant d'arriver dans votre assiette. Un fromage dont vous connaissez personnellement le producteur, des légumes qui ont été cueillis fraîchement. Nous parlons bien évidemment des circuits courts alimentaires. Ces chemins plus directs entre ceux qui produisent et ceux qui consomment. À l'heure où notre société s'interroge sur sa résilience, son impact environnemental et ses liens sociaux, les circuits courts peuvent apparaître comme une solution séduisante. Mais peuvent-ils vraiment répondre à tous ces enjeux ? C'est ce qu'on va essayer de découvrir avec nos invités. Pour nous éclairer sur le sujet, dans quelques instants, nous serons rejoints par Xavier Burban. Il est producteur de produits fermiers. Il commercialise en circuit court depuis plusieurs années. Xavier nous apportera son expérience concrète du terrain et son regard de praticien. Nous sommes aussi en compagnie de Yuna Chifolo. Bonjour Yuna. Yuna qui ne me répond pas mais qui doit être dans les environs aussi. Yuna. Voilà, ça y est, je vous entends, super. Directrice de recherche à l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement. Vous nous offrirez une perspective scientifique sur ces questions. Alors, définition, enjeux économiques, défis logistiques, impact environnemental et social. Je vous propose qu'on explore toutes les facettes de ces circuits courts qui redessinent nos territoires et nos assiettes, avec d'un côté l'expertise scientifique et de l'autre l'expérience concrète d'un producteur. On plonge tous ensemble dans notre économie locale. Le rendez-vous fidélité. Et justement, Yuna Chifolo, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous donner, pour que ça soit clair pour les auditeurs qui nous écoutent ce matin, pour vous en tout cas, votre définition de ce que l'on appelle les circuits courts ? Alors, c'est pas tant pour moi que, en fait, en France, on a une définition officielle des circuits courts depuis 2009. Puisque à la fois les circuits courts ils font partie de notre histoire, donc on hérite finalement de cette tradition des forums romains même, ces places où des producteurs venaient proposer de la nourriture à des habitants des villages, donc on hérite de ça, mais finalement on n'avait pas forcément justement mis beaucoup de lumière sur ces circuits, et c'est en 2009, après la crise de la vache folle, après un certain nombre de causes, en fait, de raisons qui font que le ministre de l'Agriculture de l'époque, Michel Barnier, a réuni un groupe de travail pour définir les circuits courts et mettre en place un plan d'action pour leur développement. Et donc, à l'issue de débats, de discussions, parce que finalement, c'était pas si évident, à la fois ils faisaient partie, ils étaient dans notre quotidien, mais les définir, c'était un autre défi. Ce qui a été retenu, c'est un intermédiaire maximum entre l'agriculteur et le consommateur. Finalement, indépendamment de la distance géographique, alors on peut avoir en tête que les circuits courts, c'est proche de nous. En fait, non. C'est plutôt cette question de chemin plus direct, comme vous l'avez dit, mais donc en termes d'intermédiaire, pour plus de liens, et puis avec des enjeux économiques, on va en reparler tout à l'heure évidemment, donc au niveau de la captation de la valeur ajoutée par l'agriculteur. Donc c'est plutôt ça qui a été mis en avant, même si en France finalement, et c'est aussi, mais on va en reparler aussi, c'est un mouvement plutôt international, c'est quand même plutôt les circuits courts et locaux qui se développe, avec un local quand même qui n'a pas tout à fait la même définition quand on habite à Paris. C'est ça, j'allais vous poser la question. C'est quoi la différence ? Parce que parfois certains parlent de circuits locaux, d'autres de circuits courts. Il y a réellement une distinction entre les deux ? Alors court, c'est vraiment, en France en tout cas, compris comme le nombre d'intermédiaires. Donc un maximum selon la définition 2009. On va voir que ça peut être un peu plus compliqué quand on est sur des produits transformés, parce qu'il y a un outil de transformation qui est parfois pas vraiment un intermédiaire, mais en prestation de service, donc on va aller accepter jusqu'à 2. Mais c'est cette idée quand même qu'il y a une possibilité que le consommateur sache finalement d'où vient la matière première, d'où vient le produit qu'il consomme, qui est-ce qu'il y a derrière en termes justement d'hommes et de femmes qui font cette agriculture des territoires. Et donc, court, c'est le nombre d'intermédiaires. Et puis, on va dire après circuit court et de proximité, circuit court et local, pour réintégrer la distance géographique qui a quand même du sens, y compris en lien avec les projets alimentaires territoriaux qui se développent depuis quelques années en France, donc avec un certain nombre aussi de politiques régionales. Donc, ça a du sens, en fait, mais c'est 2 critères
intéressant, important à considérer. La distance géographique et cette possibilité, sans supprimer les intermédiaires, mais qui est quand même la possibilité justement d'un lien plus direct entre consommateurs et agriculteurs. Mmh. Euh, pour beaucoup de Français, il y a eu, j'ai envie de dire, un avant-après, quoique peut-être l'avant-après, ça a rebougé, mais il y a eu un effet Covid qui a été présent. Quand le Covid est arrivé, que le confinement a été là, les gens ont presque redécouvert le fait que on pouvait, au fond, oui, aller chez le producteur qui était à côté, pas forcément uniquement au supermarché. Est-ce que cet effet-là, cet effet Covid, vous avez pu le constater sur ces notions de circuit court? Alors oui, on a fait une grande enquête justement dans le cadre du RMT Alimentation Locale, qui est un réseau national qui associe des acteurs de la recherche, de la formation, du développement, donc tout le réseau des chambres d'agriculture, les CIVAM, enfin tous ceux qui accompagnent ces circuits au quotidien. Donc on a fait une grande enquête dans le cadre de ce réseau pendant le Covid, qui a montré l'intérêt vraiment massif de consommateurs pour les circuits courts. Alors, pour plusieurs raisons, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait des déplacements qui pouvaient être limités, mais c'est aussi qu'on avait plus de temps pour cuisiner, plus de temps aussi pour finalement se réapproprier ce qu'il y avait à côté de chez soi. Donc vraiment, il y a eu une demande très importante pour les circuits courts, la peur de manquer aussi finalement, parce qu'il y avait un peu des tensions sur les filières plus Mmh. longues. Donc tout ça a emmené des nouveaux consommateurs vers ces circuits, une demande très forte. Et souvent on pose la question, est-ce que le soufflet n'est pas retombé? Mmh Alors mh. oui, parce que après on a repris nos vies, on a eu moins de temps pour cuisiner, moins de temps pour aller s'approvisionner près de chez soi, mais il y a des traces, il y a des traces. Les circuits courts sont mieux connus. Les territoires aussi ont repris, enfin, il y avait déjà des territoires qui étaient engagés dans la relocalisation des circuits de la production, de l'alimentation. Mais là, on a eu un mouvement massif, hein, justement, beaucoup plus de projets alimentaires territoriaux. Donc, on s'est rendu compte que sans forcément que ça puisse nourrir toutes nos assiettes, et c'est pas l'idée non plus, mais qu'il était important de rééquilibrer nos assiettes et nos territoires. On était peut-être trop dépendants, on maîtrise pas forcément tous les flux justement qui nous alimentent. Donc, on est dans cette après le Covid, on est dans cette trajectoire de rééquilibrage. Mmh. Si je vous comprends bien, Yuna Chifolo, ça veut dire qu'il y a quand même besoin d'une volonté politique derrière pour que ça fonctionne. L'initiative doit être là et doit être accompagnée. Oui, c'est au moins un jeu à trois. C'est en fait, on a besoin de ces énergies, enfin parce que déjà, les producteurs font aussi beaucoup d'efforts. On voit la difficulté aussi de maintenir des exploitations dans des contextes vraiment très incertains. Donc, c'est clair qu'à leur niveau, la diversification vers des circuits plus courts, plus locaux est aussi source de stabilité, hein, des revenus comme des débouchés. Les consommateurs ont une part de responsabilité, mais évidemment, l'action publique est clé parce que aussi elle vient légitimer aussi des efforts faits. C'est pas forcément des enjeux de financement, quoique, hein, évidemment, c'est aussi et l'État d'ailleurs avait beaucoup participé à la structuration des filières industrielles et longues. Donc pourquoi justement l'État, on a aussi besoin de cet État, de ces régions, de ces politiques régionales, de ces politiques alimentaires locales à travers les villes ou les grandes villes et les plus petites villes. Aussi parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux, qu'ils soient logistiques, d'organisation. Ces circuits ont besoin d'être organisés, d'être optimisés. Donc, clairement, ça touche à l'aménagement du territoire. Clairement, ça touche aussi aux politiques économiques, de développement économique des territoires. Mmh. Et comment on fait pour faire la part des choses, Yuna Chifolo, quand on fait des enquêtes, quand on va poser la question aux Français? Est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'effet Arte? Je m'explique par là, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils regardent le soir à la télévision ou quels sont les programmes les plus intéressants, la plupart des gens vont répondre mais Arte c'est fantastique, il y a des choses absolument prodigieuses. Et quand on regarde les audiences du lendemain, on voit bien que c'est pas Arte pourtant qui est ressorti en tête des audiences. Est-ce qu'à ce niveau-là alimentaire, il n'y a pas une dichotomie entre ce que les gens disent, souhaitent, et puis la réalité de ce qui est consommé après derrière, qui est très souvent se mesure aussi forcément dans le portefeuille? Bien sûr, et c'est aussi pour ça qu'en recherche, il faut, enfin, mais aussi avec nos partenaires de développement, hein, qui sont, c'est voilà, cette différence entre, ça fait bien de dire qu'on mange bio et Mmh. local, évidemment, et puis après, bah, on a des quotidiens très contraints, on a des budgets contraints, la hausse des coûts de l'énergie, des loyers, donc évidemment,
l'inflation a aussi diminué la consommation de produits de qualité, de toute façon qu'ils soient en circuit long ou en circuit court. L'alimentation est une variable d'ajustement. Donc on va manger moins bien parce qu'on est contraint par ailleurs. Donc c'est pas tant les circuits courts en tant que tels, parce que les circuits courts souvent mettent en avant quand même, on a mettre en avant la qualité, parce que c'est aussi ce que les consommateurs recherchent, parce que finalement sinon ça n'a pas de sens d'aller de passer du temps aussi à aller s'approvisionner en circuit court s'il n'y a pas quelque chose un peu de plus différent, d'autres variétés, d'autres races. Donc voilà, mais par contre, c'est un agriculteur sur 4 qui vend tout ou partie de sa production en circuit court, selon le recensement agricole 2020, et c'est plus qu'en 2010. Donc autant c'est vrai que c'est compliqué pour un consommateur de savoir ce qu'il achète. Et on a fait une enquête récente là, sur la consommation en circuit court et ou de produits locaux issus de l'agriculture du territoire des gens. Et en fait, y compris, on n'a pas réussi. Parce que pour les consommateurs, c'est facile de savoir à la limite quand ils achètent un agriculteur au marché, quoique il y en a qui se trompent justement, qui ne savent pas forcément reconnaître les agriculteurs des autres personnes du marché. Il ne s'agit pas non plus de faire des clivages, hein, mais finalement de savoir à qui on achète et comment. Et finalement, les consommateurs, quand il y a des intermédiaires, c'est très compliqué pour eux de savoir. Donc on manque de données sur la consommation en circuit court. On sait que ça progresse du côté agricole. On sait que ça progresse justement dans les territoires avec les projets alimentaires territoriaux. Mais par contre, c'est vrai que de toute façon, il ne s'agit pas de manger 100% en circuit court, mais voir justement comment ça se rééquilibre au niveau des régimes alimentaires. Donc, c'est un peu le défi. Eh bien, j'en profite pour saluer Xavier Burban qui vient de nous rejoindre. Bonjour Xavier, merci beaucoup d'être avec nous dans ce rendez-vous fidélité. À l'instant, Yuna Chifolo nous parlait de la difficulté qui peut parfois être celle des consommateurs à y voir clair. Vous, en tant que producteur, acteur de ces circuits courts, comment on fait pour arriver à se démarquer et à exister vis-à-vis du consommateur ? Alors, pour commencer, on met en avant donc, nos origines de produits par exemple sur les marchés ou en boutique, en mettant bien en avant le fait que nous produisons en indiquant donc la ville de production. Pour ma part, j'ai adhéré aussi au réseau Bienvenue à la ferme, qui est une marque connue et reconnue par un Français sur deux, qui fait que on montre la fabrication, la production locale et le fait que ce sont bien des produits fermiers. C'est par ces moyens-là qu'on peut mettre en avant notre production. Et puis après, c'est le dialogue avec le consommateur. On explique aux consommateurs ce que l'on fait, d'où viennent les produits, comment on travaille. Et c'est par ces moyens-là qu'on met en avant qu'on essaie de se différencier des autres produits. Alors justement, on va prendre quelques instants, Xavier, pour faire connaissance un petit peu avec vous et votre exploitation. Qu'est-ce que vous êtes producteur ? Quel type de produits vous proposez ? Et où est-ce que vous êtes que les auditeurs qui nous écoutent en Loire-Atlantique ou du côté de Chartres vous découvrent ? Alors, moi, je suis producteur associé avec mon frère depuis 2007. On a repris une exploitation familiale donc la 3e génération, où nous produisons des fraises, des framboises et des melons de saison. Donc notre production commence courant mars jusqu'à octobre ou novembre, suivant les années. Donc c'est vrai que nous, on bénéficie aussi de l'ancienneté de l'exploitation, hein, de notre grand-père, de notre père. Voilà, on produit ces fruits rouges sur la côte d'Amour à La Baule. Cette notion justement de circuit court, de distribution en tout cas, qu'on va avoir le temps d'évoquer tout au long de cette émission, c'est quelque chose que vous avez amorcé avec votre frère, qui était déjà en place du temps de votre père ou votre grand-père. À quel moment, entre guillemets, cette notion pour vous, elle a commencé ? Elle a toujours eu lieu, en fait. Mon grand-père produisait à La Baule, il faisait le marché de La Baule et les marchés alentours. Donc nous, on a toujours travaillé en direct sur les marchés auprès des consommateurs. Donc nous, quand on a repris l'exploitation en 2007, je ne vais pas dire qu'on n'avait pas grand-chose à faire, mais on était déjà en place sur les marchés locaux. Après, on a développé l'exploitation auprès
de magasins GMS local. Et on s'est resserré quand même sur le département de la Loire-Atlantique, puisqu'avant on pouvait expédier des produits sur Paris ou ailleurs. Et on s'est recentré sur la Loire-Atlantique à distribuer auprès de magasins, de pâtissiers, de restaurateurs, et toujours essayer de garder ce lien, de mettre en avant le site de production. Voilà, sur la Bolo. On évoquait tout à l'heure, juste avant que vous arriviez avec Yuna Chifolo, l'effet Covid qu'il y avait pu avoir au moment du confinement, où les gens ont redécouvert que, bien oui, à proximité de chez eux, il pouvait y avoir des producteurs qui étaient présents. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti à l'époque, Xavier Burban ? Est-ce que c'est encore facile aujourd'hui de se faire une place et d'exister au milieu justement de mastodontes de la distribution qui vont écouler toujours plus, toujours moins cher ? Alors, oui, on a fait exprès qu'en 2000, lorsque le Covid est arrivé et qu'on ne pouvait même plus vendre nos productions sur les marchés locaux, étant aussi adhérent d'une autre association de producteurs locaux, mais vraiment sur la presqu'île de Guérande, on a mis en place un système de drive où là, on a communiqué via les réseaux sociaux. Le fait qu'il y avait un drive de producteurs locaux et les gens faisaient leur sortie quotidienne pour récupérer les produits locaux. Maintenant, comment on se différencie ? Toujours avec ce petit label, le producteur de la presqu'île de Guérande, ce label de Bienvenue à la ferme, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, on communique aussi sur la manière dont on produit, en faisant des vidéos, des photos sur la plantation, sur le suivi des cultures, sur les traitements naturels qu'on peut avoir dans nos serres. Et puis, pour notre exploitation, nous sommes ouverts depuis une semaine à la libre cueillette. Donc, les gens viennent cueillir directement leurs fraises dans nos serres. Et ça, en communiquant sur les réseaux, en le partageant encore une fois sur nos marchés, on se différencie un petit peu de la grande distribution. Après, la grande distribution joue le jeu malgré tout avec nous, parce que je pense qu'on a un petit produit atypique et de qualité, et ils mettent en avant les producteurs locaux. Mais c'est vrai qu'il faut être très très vigilant avec eux. Yuna Chifolo, est-ce que vos recherches ont permis d'identifier justement les principales motivations des consommateurs qui se tournent vers les circuits courts ? Est-ce qu'on pourrait éventuellement voir des motivations variées selon les profils sociodémographiques ? Est-ce que ça fait partie des points que vous avez eu l'occasion de pouvoir observer ? Oui, tout d'abord, avant ça, permettez-moi de saluer Monsieur Burban, puisque je suis née à Saint-Nazaire. J'ai grandi à Saint-Nazaire et donc j'ai acheté des fraises de Monsieur Burban qui sont... sur le marché de Saint-Nazaire notamment, mais aussi à la Baule évidemment. Donc je connais bien en tout cas vos produits. Voilà. Et bravo en tout cas d'avoir repris cette ferme qui est aussi vraiment très marquante. Enfin, je sais que dans la région, les fraises c'est chez vous, quoi. Voilà. Dans le circuit court, et en vente directe en particulier. Alors les motivations, oui, en fait on voit, parce que c'est vrai que cette enquête, je vous parlais de cette enquête consommateur qui est compliquée à faire, parce que les consommateurs ne savent pas bien finalement à qui ils achètent, est-ce qu'on est en circuit court ou pas. On a fait cette même enquête en 2013, et donc quand même on a des signaux qui font que ça progresse, même si c'est vrai qu'on a une surreprésentation des cadres et des retraités. C'est les retraités et ça se segmente en fait sociologiquement, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver le même public sur les marchés et c'est pour ça que ça nous intéresse beaucoup, les marchés de plein vent, ils sont à peu près 10 000 en France. Et c'est très mixte socialement. Vous avez des vieux, des jeunes, des riches, des pauvres. Vraiment, c'est l'occasion du brassage. Et c'est pour ça que, en particulier, on a aussi mis en place une démarche pour aider justement les producteurs, mais aussi les revendeurs, les commerçants, les artisans qui sont engagés dans l'agriculture locale et qui achètent en direct à des agriculteurs, à identifier les produits avec une démarche qui s'appelle Ici c'est local, qui est une démarche gratuite, très complémentaire à Bienvenue à la ferme, et qui est d'ailleurs portée par des chambres d'agriculture dans différents territoires. Je reviens donc sur les marchés, c'est très mixte socialement. À la ferme aussi, il peut y avoir justement, y compris une population de voisinage. Donc là, on est sur
des consommations pas forcément militantes, enfin en tout cas qui sont ancrées dans le quotidien et qui sont intéressées par les produits du goût, qui sont frais, fraîcheur, c'est beaucoup mis en avant, hein, ces motivations, elles sont fondamentales. Et le circuit court, s'il ne propose pas justement des produits qui ont du goût et qui sont frais, alors je dis pas qu'en supermarché, c'est pas du tout le cas, mais on sait quand même qu'il y a eu des stockages plus longs, enfin qu'on n'est pas sur les mêmes variétés. Là, au marché, c'est cueilli à maturité, c'est cueilli la veille. Les agriculteurs font justement tous les efforts pour que ce soit très frais. Et Monsieur Burban, il est dans ses champs, enfin, aussi toute la force de travail dans son exploitation, donc pour fournir ce produit très frais. Donc c'est ça qui est recherché, évidemment. Et puis après, sur d'autres circuits, d'ailleurs, qui sont moins développés en France, mais qui, même symboliquement, ont du sens, aussi participent à la connaissance à la diversification de ces circuits, ça va être les AMAP, donc ces formes de partenariat entre producteurs et consommateurs avec des engagements à l'avance, où là, on va retrouver une population peut-être un peu plus éduquée. Enfin, c'est un peu le diplôme aussi, le niveau de diplôme qui fait un peu la différence. Mais en fait, c'est aussi parce que l'image... Il y a une image quand même, hein, et donc nous, on essaie aussi de beaucoup discuter avec les médias, donc c'est pour ça aussi que je suis là, et que c'est important, et, pour dire non, les circuits courts, c'est pas réservé aux bobos urbains des grandes villes et aux gens éduqués. Les circuits courts, c'est d'abord justement ces marchés, la vente à la ferme, qui sont vraiment c'est les circuits les plus utilisés par les producteurs agricoles, hein, donc vraiment, ils sont majoritaires, donc il ne faudrait pas se laisser... enfermés dans cette image. Mais par contre, les gens éduqués, les activistes, les militants trouvent leur place aussi dans ces circuits. Et là, vont aussi peut-être défendre d'autres enjeux environnementaux, sociaux, politiques. Les AMAP sont très liés quand même à un mouvement anti-mondialisation au début des années 2000. Aujourd'hui, c'est plus mixte, hein. Il y a aussi d'autres motivations, mais clairement, donc fraîcheur et goût, ça c'est pour tout le monde. Spécificité des produits, typicité des produits, aussi en lien avec toutes les cultures locales. Et après, on va retrouver, selon les cas, des motivations plus environnementales ou plus sociales. Aujourd'hui, notamment, un projet important d'idée de sécurité sociale de l'alimentation pour permettre à tous un accès à des produits de qualité, donc sont très couplés quand même à des circuits courts. Donc on voit que justement, il y a des initiatives qui portent maintenant... surtout depuis l'inflation, depuis le Covid, cette idée d'accessibilité pour tous, qui est une équation difficile aussi. On veut que ça doit bien rémunérer l'agriculteur et en même temps, il ne faudrait surtout pas exclure une partie de la population. Et c'est là qu'on voit que c'est un jeu à trois et que l'action publique aussi peut jouer un rôle pour faciliter justement ces relations entre producteurs et consommateurs à petit budget. Xavier Burban, pendant que Una Chifolo nous évoquait le fait que c'était pas forcément des bobos écolos qui venaient consommer, je vous voyais hocher de la tête. Il faut casser, entre guillemets, certains stéréotypes qui peuvent encore exister dans la société. Oui, parce que en effet, comme disait Yona, au début, les AMAP, voilà, c'est une identité un peu écolo, on aide le son prochain et tout ça. Ça l'est toujours plus ou moins. Aujourd'hui, les gens, à partir du moment où ils se rendent compte que le producteur, que la personne en face d'eux est vraiment producteur, par la découverte de l'exploitation, par la découverte de produits, ils viennent, ils se lâchent. La question budget, elle devient un petit peu en second plan. Elle est toujours d'actualité, parce que si on voit bien, dès qu'on ouvre les marchés, encore une fois, pour notre exploitation, ils veulent venir cueillir des fraises parce qu'il n'y a pas la main-d'œuvre à rémunérer, il n'y a pas l'emballage, donc le prix au kilo est quand même plus faible. Ils veulent, il n'y a pas de catégorie, il n'y a pas de règle. Tout le monde veut le produit frais, veut le produit de qualité. Et quand il s'agit de vraiment s'alimenter, et les gens vont se faire plaisir. Après, il n'y a pas de, c'est pas les personnes les plus CSP+, ou toutes les catégories sociales viennent sur les marchés et se font plaisir. C'est vraiment du plaisir.
Ouais, cette notion de plaisir qui est véritablement Ouais. au cœur. Pour faire encore une fois les marchés locaux, entre le bassin nazérien qui est plutôt ouvrier et la côte vaudoise où on est quand même plus un peu plus haut de gamme, et ben les gens, nous on pratique les mêmes prix et les gens se font autant plaisir, quoi. Les gens consomment de la même manière. Après, c'est vrai que les gens qui viennent au marché ont cette envie de bien s'alimenter. Et donc pour eux, c'est une priorité. Enfin, je pense qu'ils mettent en priorité dans leur budget. On va s'alimenter, on va acheter aux producteurs, on va acheter des produits de qualité. Contrairement à la majeure partie ou le reste de la population qui peut aller en magasin, où là ils vont acheter des fraises, bon, encore une fois pour ma part, ou des produits fruits et légumes, ou d'autres produits enfin pas de producteurs, mais alimentaires, où ils savent pas d'où ça vient, ils savent pas ce que c'est comme produit, ils s'en fichent. Quand ils vont au marché, ils sont vraiment dans une démarche de qualité et de plaisir. Mais c'est ce que vous soulignez, de toute façon, quand les gens vont au marché, il y a déjà une démarche, un acte qui est en cours et qui dépasse le simple fait de faire ses courses, entre guillemets, comme on peut le faire pour l'expédier vite fait, parce qu'il faut remplir le frigo et point à la ligne. Je serais curieux d'avoir votre regard à tous les deux juste avant qu'on fasse une pause. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même un risque que entre les AMAP, les magasins de producteurs, les plateformes numériques, est-ce qu'il n'y a pas un risque à un moment ou autre de brouiller les messages pour les consommateurs et de voir une forme de nouvelle concurrence encore se faire? Xavier Burban, ça fait partie des choses que vous avez déjà regardées. C'est un point qu'on surveille typiquement dans votre secteur. Est-ce que les différentes initiatives arrivent à cohabiter les unes avec les autres sans brouiller le message? Alors, le commerce numérique, je pense que pour les produits en circuit court, n'a pas vraiment lieu, puisque les gens veulent aller directement à la ferme. Ils se déplacent pour aller à la ferme, ils n'ont pas besoin du numérique. Moi, je pars du principe que le soleil brille pour tout le monde et chacun a sa place. Non, on peut être adhérent d'une AMAP et faire son marché et aller chez le producteur à côté. Ça se mixe. De là à se faire de la concurrence, non, je ne suis pas convaincu. Yuna Chifolo, vous partagez ce regard de Xavier? Au fond, les différentes strates peuvent être complémentaires les unes des autres? Alors, oui, déjà, au niveau d'un producteur agricole, il peut en effet être intéressant justement de diversifier, pas mettre. C'est aussi une question de gestion des risques. Pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc, souvent, les producteurs agricoles ont 1, 2, 3 circuits courts. C'est aussi le recensement agricole qui le montre. Par contre, c'est vrai qu'au niveau de certains territoires, eh bien, ça peut saturer. La demande ne va pas forcément augmenter aussi vite, surtout dans des contextes un peu contraints comme aujourd'hui avec l'inflation. C'est là le rôle des chambres d'agriculture, des réseaux CIVAM, des accompagnateurs de circuits courts, de dire attention, là, c'est saturé, peut-être par contre là-bas dans cette zone, il n'y a rien qui est développé. Donc, alors bien sûr, sans faire des centaines de kilomètres pour aller vendre, c'est pas l'idée là non plus, optimiser les transports, mais voilà, c'est maintenant aussi cette répartition, ce maillage dans le territoire et qui est aussi sous la responsabilité des projets alimentaires territoriaux. Ils sont là justement pour coordonner l'action locale pour éviter qu'on se retrouve tous sur le même marché en concurrence. Mais bien, la demande, il y a des gens qui sont sur liste d'attente ici ou là, par exemple pour les AMAP, donc tant qu'à faire, aller développer une AMAP là où il y a de l'attente ou là où il n'y en a encore pas. Donc voilà, c'est plutôt la coordination territoriale, mais on a cet outil intéressant, important de PAT en France qui peut aider à ça. Vous ne bougez pas, Yuna Chifolo, Xavier Burban. On revient avec bien évidemment nos invités pour la suite de cette émission en direct sur Radio Grand Ciel et Radio Fidélité. Juste après ces quelques notes de musique, Alain Souchon nous accompagne pour les prochaines minutes. À tout de suite. D'avoir les quantités de choses
choses pas commerciales, full sentimentale. Il faut voir comment on nous parle, comme on nous parle. Il se dégage de ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est full sentimental, avec soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, full sentimental. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Solitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la mouquette du ciel dévale, un désir qui nous emballe, pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval, full sentimental. On a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, full sentimental. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. Full sentimental, la vie en rose. On a soif d'idéal qu'on nous propose, attiré par les étoiles, des joies, que des choses pas commerciales, full sentimental. Il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle, de l'avoir plein de savoir, full sentimental. Dérision de nous dérisoire, on a soif d'idéal, il se dégage, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, full sentimental, triste et sans avantage. Il faut voir comme on nous parle, nous inflige, comme on nous parle, des désirs qui nous affligent, full sentimental. On nous Claudia Schiffer, on a soif d'idéal, Paul Solitaire, attiré par les étoiles, bel caractère, que des choses pas commerciales, quantité de choses, full sentimental, qui donne envie d'autre chose. Il faut voir comme on nous parle. Alain Souchon, full sentimental à l'instant sur les ondes de Radio Fidélité et Radio Grand Ciel. Le rendez-vous fidélité. Soyez les bienvenus si vous venez nous rejoindre dans ce rendez-vous fidélité qui s'intéresse aujourd'hui au circuit court. Nous sommes toujours en compagnie de Yuna Schifolo de l'INRAE et Xavier Burban qui est producteur. Yuna Schifolo, est-ce qu'aujourd'hui les circuits courts, ça permet réellement de mieux rémunérer les producteurs? Est-ce que ça fait partie des points que l'INRAE a eu ou a gardé dans son viseur? Oui, c'est la question clé. C'est important vraiment. On a un nombre d'exploitations qui diminue. Donc, rappel, on a perdu 100 000 exploitations en 10 ans. On est sur 400 000 exploitations. On risque d'en perdre encore.
Donc, contribuer, alors c'est pas la solution miracle, les circuits courts, mais contribuer justement à diversifier les sources de revenus, réduire les risques aussi liés à quand même des grandes incertitudes sur les marchés internationaux. C'est bien l'enjeu. Alors, c'est une question compliquée parce que notamment, y compris, on a un certain nombre d'agriculteurs qui n'ont pas forcément des obligations en termes de comptabilité parce qu'ils ont des petits chiffres d'affaires, donc ils sont ce qu'on appelle au forfait. Donc, ça suppose que nous, on travaille pour aussi reconstituer les comptabilités pour voir finalement quelle est la part de revenus liés à ces circuits. Donc, ce qu'on a vu, alors c'est là aussi, évidemment, on travaille avec le réseau des chambres d'agriculture, en particulier, CIVAM, enfin tous ceux qui accompagnent ces circuits pour produire des données. On a une grande diversité, de toute façon, de profils aussi d'agriculteurs. Il y en a pour lesquels c'est vraiment un tout petit peu, une diversification, 5-10% de leurs ventes. D'autres, c'est plus de 60%, 70%. Donc, on n'est pas sur les mêmes profils non plus. Donc, c'est aussi... Et ça répond pas aux mêmes objectifs. C'est vrai que pour celui qui est vraiment investi beaucoup là-dedans, il est clair qu'il est important que le revenu soit à la hauteur des investissements. Alors, ce qu'on voit, c'est que en fait, les revenus sont assez hétérogènes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de diversité. Par contre, un agriculteur peut très bien vivre des circuits courts, même mieux qu'en circuit long. À certaines conditions, il faut que ce soit aussi bien organisé, parce que c'est souvent 2-3 métiers de vendre en circuit court, assurer la logistique, la relation client, transformer éventuellement, vendre, évidemment, tout ça, c'est beaucoup de temps. Et on voit que, y compris quand on fait des calculs de revenus, l'agriculteur a tendance à pas compter tout le temps qu'il y passe. Donc, se dire, OK, on gagne bien sa vie, mais là, derrière, c'est beaucoup d'heures de travail. Et ça, finalement, parfois, y compris les gens qui arrivent, les jeunes ou moins jeunes, ils n'ont pas forcément envie de passer autant de temps dans ce... Donc, c'est pour ça que pour réfléchir à des formules collectives aussi, pour partager le travail. Donc, bref, ça pose un certain nombre de questions. Mais en tout cas, les revenus, bon, on peut très bien gagner sa vie, y compris sur des petites fermes. Et c'est ça qui est important aussi, c'est-à-dire que dans les filières longues, souvent, pour gagner sa vie, il faut être très gros. Il faut continuer à investir parce que le prix diminue avec la compétition internationale. Là, on a des petites fermes, très petites fermes, qui peuvent bien gagner leur vie. Donc, on valorise bien les petites fermes. Et c'est ça qui est aussi important à regarder. Ce que les agriculteurs mettent en avant aussi, c'est l'apport régulier de trésorerie. Il n'y a pas forcément beaucoup de chiffre d'affaires, mais par contre, il est régulier. Vous allez au marché, et ça change aussi la qualité de vie. Dans certains circuits longs, et moi, j'ai beaucoup travaillé sur cette comparaison finalement entre les conditions de travail finalement et puis les questions économiques. En circulant, des fois, vous n'êtes pas payé tout de suite. Parfois, voilà, avec des délais de paiement importants. Dans le circuit court, on est payé plus rapidement, voire même directement. Tout ça, ça change aussi la donne pour la qualité de vie, pour la prise de risque sur d'autres domaines. Et on voit que c'est très lié. Cet apport régulier de trésorerie, il va justement permettre aussi de prendre des risques, enfin de s'engager un peu plus dans l'agroécologie. Parce qu'on est sûr d'avoir un peu de revenus qui rentrent, un peu de trésorerie qui rentre. Donc voilà, il y a un certain nombre de... C'est pour ça que l'économie, de toute façon, on ne le découple jamais du reste, du social et de l'environnemental. On peut... Et puis, il y a ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi l'action publique a un rôle à jouer, parce que par exemple, un éleveur, s'il n'y a pas d'abattoir à proximité, c'est pas rentable de faire du circuit court. S'il faut aller déplacer les animaux, revenir les chercher à 200 km, là, vaut mieux rester en circuit long. Donc, et là, les petits abattoirs ont tendance à fermer parce qu'il n'y a pas forcément eu un gros soutien, qu'il y a des modèles économiques à trouver, bien sûr. Il ne s'agit pas d'avoir des petits abattoirs dans tous les territoires non plus, donc une coordination entre territoires voisins également. Mais en tout cas, il y a et puis la logistique aussi peut être facilitée par l'action publique. Donc, voilà, c'est pour ça que il y a un gros potentiel, mais encore des choses à organiser, à optimiser. Il y a besoin aussi de ces outils de transformation qui permettent, y compris quand on a un pic de production de tomates l'été où il y a moins dans certaines zones. Alors, zones touristiques, ça marche bien, mais dans les zones moins touristiques, on a un pic de production qu'on ne sait pas valoriser. Enfin, en tout cas, donc il y a besoin d'outils de transformation pour faire des coulis, des soupes, enfin tout ce qui peut justement donner de la valeur ajoutée l'hiver. Donc, vous voyez, c'est pour ça que... mais dans tous les cas, on n'est pas, il n'y a pas non plus d'inquiétude, c'est-à-dire qu'en effet, on a un potentiel économique intéressant. Des équations difficiles, je le disais, pour être accessible, mais par exemple, l'UFC Que Choisir on est partenaire, a fait une grande enquête sur les prix à la fin des légumes vendus en circuit court, et ils ont montré que justement, le panier il était moins cher en circuit court qu'en supermarché.
pour des produits d'origine France. Hein. Alors, évidemment, même si les comparaisons sont toujours un peu compliquées, mais vraiment en circuit court, c'est moins cher en bio. Donc, autant aller directement justement en circuit court pour s'acheter. Donc, finalement, avec cette idée quand même qu'il y a de l'accessibilité, malgré l'image que c'est bio, cher, tout ça, non, en fait, c'est quand même accessible. Comparaison que choisir, hein, donc vraiment une comparaison indépendante, hein, vraiment. Et en même temps, on voit que ça peut justement à certaines conditions rémunérer correctement et régulièrement l'agriculteur. De votre côté, Xavier Burban, comment justement vous équilibrez votre temps entre la production sur vos 7 hectares et la commercialisation? Yuna Chiflot nous rappelait tout à l'heure que oui, ça peut effectivement payer, mais que les heures, très souvent, vous ne les comptez pas. Et puis je serais curieux après de savoir s'il y a dû y avoir des investissements nécessaires pour développer notamment la libre cueillette dans les serres. Mais peut-être tout d'abord sur la question du temps, comment vous faites la répartition? Parce qu'on imagine bien que quand on a des hectares à gérer, ça se fait pas en claquant des doigts. Non, pas du tout. On aimerait bien par moment. Mais déjà, quand nous sommes agriculteurs, on est passionnés. On est passionnés par notre métier, d'élever nos bêtes, de suivre nos cultures. Donc c'est déjà un réel plaisir de se lever le matin, d'aller faire un tour dans les serres, de faire le tour de l'exploitation. Donc c'est un temps de travail, mais c'est aussi un temps de plaisir. On arrive à allier les deux. Comment on s'organise? Je sais pas, je passe mon temps au travail. Ça ressemble à quoi typiquement une journée? Parce que pour moi ou pour un auditeur, je pense que c'est assez nébuleux, donc on n'imagine pas forcément. C'est comme nous, très souvent les gens pensent qu'on arrive au travail au moment où on s'installe derrière le micro et qu'on repart quasiment après. Donc pour vous, ça ressemble à quoi une journée type? Celle qui serait la plus classique entre guillemets? En ce moment, on va parler de cette semaine. Comme par exemple demain matin, je vais me lever à 3h pour aller vendre mes fraises sur le mine de Nantes. Je vais revenir, livrer un magasin, une grande surface. Entre-temps, il y a du personnel qui se répartit sur les marchés. J'ai 3 marchés demain matin. Faire un tour à la cueillette. Ce sont nos propres personnels qui va cueillir les fraises pour les marchés du lendemain. Suivre, donc regarder les cultures, voir quel est le degré de maturité de telle ou telle serre pour essayer d'anticiper les ventes de fin de semaine. Il y aura donc la libre cueillette qui va arriver. Donc là, c'est une personne qui est dédiée à ce circuit de distribution. Et puis après, il faut jongler entre les ventes potentielles d'un marché, de la libre cueillette, des magasins, du mine. Parce qu'on a aujourd'hui sur l'exploitation, on a 5 ou 6 circuits de distribution. Donc faut composer avec tout le monde. On part du principe qu'à partir du moment où on commence la saison avec un circuit de distribution, on ne doit pas le lâcher, on ne doit pas fermer la ligne, comme on dit. Parce que une fois que la ligne est fermée, c'est plus compliqué de la réouvrir. Donc c'est composer entre tout ça, gérer un petit peu d'administratif, du suivi de récolte, du suivi des ventes, puis les rendez-vous à droite et à gauche. Donc il n'y a pas de journée vraiment type, il y a des horaires un peu fixes, mais après on répond à la demande du travail, quoi. Ouais, mais rien qu'en vous écoutant, on comprend bien que c'est long, c'est chargé, hein, c'est des journées qui sont bien remplies. Demain matin, c'est debout 3 heures et ça peut se finir à... je sais que je finirai au plus tard à 21h45 parce que je dois récupérer ma fille à la gym, parce qu'il y a quand même, il faut participer, il faut profiter un petit peu de la vie de famille. Donc voilà, c'est ces amplitudes-là en ce moment. C'est vrai que l'hiver, c'est aussi la grande saison de notre production. Hein. Pendant 6 mois, on est très, très, très occupés. Pendant les 6 autres mois, on est un peu plus tranquille. Déjà, et puis, pendant la production de fraises, c'est du 7 sur 7. L'hiver, on est un peu plus tranquille. On fait 35 heures, on est content. On a nos week-ends. Mais voilà, après, c'est de la fatigue, mais il y a la fatigue, il y a la pression. Mais c'est tellement de plaisir que on oublie vite les points négatifs, quoi. C'est de la passion.
Et pour la libre cueillette, il suffit simplement d'ouvrir les serres et de proposer aux gens de venir, ou là aussi il y a tout un accompagnement qui est à faire, un balisage. Comment est-ce qu'on encadre la venue du grand public sur son exploitation? Et ben, on met des petits panneaux à plusieurs carrefours avec des flèches directionnelles cueillette de fraises. On identifie donc l'exploitation par le logo de l'exploitation, cueillette de fraises, des petits logos aussi, bienvenue à la ferme et produits en presqu'île de Garonne, parce que c'est quand même des gens qui ne peuvent pas forcément connaître, mais qui, grâce au site internet de Bienvenue à la ferme, par rapport aux cartes de production de Bienvenue à la ferme, où on est inscrit dessus. Donc le fait d'avoir la petite fleur, ça interpelle. Donc on balise des carrefours aux alentours de l'exploitation jusqu'à l'entrée de la serre. Il n'y a pas de serre dédiée à la libre cueillette. On peut cueillir aujourd'hui dans une serre qui a servi vendredi ou samedi à la cueillette de fraises pour les marchés. Donc on tourne en fonction de la production. Donc il n'y a pas de variété, il n'y a pas de plantation, rien n'est dédié à la libre cueillette. On tourne vraiment sur l'ensemble de l'exploitation. Et une fois que les particuliers sont passés, nous on va recueillir derrière eux, parce que ils peuvent prendre que les plus belles, que les plus grosses ou que les plus accessibles. Et pour éviter la perte et les soucis sanitaires dans les serres, on recueille ce qu'on appelle nettoyer, récolter les derniers fruits. Et après, l'accueil de la libre cueillette chez nous est très très simple. C'est un véhicule, une table de camping, un parasol, une balance. C'est bonjour monsieur, bonjour madame. On pèse le panier et on va cueillir. On accompagne donc quand même les particuliers dans la serre. Là c'est pareil, dans la serre il y a plusieurs variétés. Donc on met ce qu'on appelle la rubalise, une ficelle, pour éviter que les gens aillent un peu plus loin. Ils sont, entre guillemets, parqués. Il y a vraiment une chapelle ou deux qui sont dédiées à la libre cueillette. Et une fois que tout est cueilli, on va pouvoir changer de serre. Mais voilà, on accueille les gens et on les accompagne dans la serre. Après, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils reviennent, ils pèsent et normalement, ils payent. Et puis, ils repartent. Ils repartent profiter. Et au milieu de tout ça, Xavier Burban, comment est-ce qu'on fixe le prix des produits? Quelle est votre stratégie, si on peut le dire, en la matière? Comment vous faites pour arriver à déterminer le prix de votre travail? C'est compliqué, ça aussi. C'est compliqué parce qu'on a nos charges fixes, on a nos charges variables, et qui varie vraiment en fonction du rendement, du potentiel de production de la plante. On peut se retrouver d'une année sur l'autre avec des plantations à date identique, à variété identique, dans une serre identique. Donc vraiment, on compare à ce qui est comparable. Et on se retrouve d'une année à 1,2 kg par plant, à 800 grammes l'année suivante, parce que la météo n'est pas la même, parce que les conditions de suivi de culture ont peut-être été différentes. Donc ça... Une plante qui produit 1,2 kg est plus rentable qu'une plante qui produit 800 grammes, mais ça, on le sait qu'à la fin de saison. Et le prix, il faut le fixer en début de saison. Donc soit on a un temps d'avance, soit on a un temps de retard. Après, il y a la demande. Quand les gens demandent, et on va être un peu plus commerçant que producteur, dans le sens où il faut que on va augmenter un peu le prix, va être plus ferme sur le prix, quoi. J'imagine que là-dessus, d'ailleurs, le fait d'être la troisième génération, ça donne un certain recul, justement, à la fois sur la façon dont le rendement peut se comporter, éventuellement anticiper un petit peu certains aléas climatiques. Ou est-ce que, quoi qu'il arrive, il y a des surprises? Il y a des surprises tous les jours. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle. L'année dernière, par exemple, on a mis, parce qu'on avait été assez linéaire depuis plusieurs années sur le prix de la libre cueillette, ou même sur le prix de nos marchés. Sentant une demande, on avait un projet d'extension et de renouvellement surtout de l'outil et de production. En rendez-vous bancaire et comptable,
nous ont dit, bah, essayez d'augmenter les prix. Moi, je me disais, bah non, on est déjà à des tarifs assez forts. On sentait que même que la population, bah, il nous faisait des remarques, donc bah, on ne veut pas non plus être trop gourmand. Finalement, on a essayé et ça s'est très très bien passé. On a eu la chance que ce soit très très bien passé. On a pu augmenter nos tarifs, que ce soit sur les marchés, en libre guide ou même en B2B. On profite, on est peut-être sur une bonne vague, hein, je ne sais pas. Aujourd'hui, on sent qu'on a une demande et une production assez faible, enfin, ou du moins qui est limitée par rapport à la demande. Donc, on pratique des prix assez intenses. Mais il ne faut pas abuser. Il ne faut pas abuser des tarifs parce que les gens, même s'ils ont ce qu'on disait tout à l'heure, ils veulent bien venir à la ferme, nous retrouver. Et quand on leur explique que le travail, ça justifie le prix, mais à un moment donné, il ne faut pas non plus abuser, quoi. Hein, c'est comme tout. Mais je voulais revenir sur quelque chose qu'on disait tout à l'heure, où on a plusieurs agricultures. Hein. On a l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture de circuits longs, de circuits courts. Et aujourd'hui, je pense que toutes les exploitations qui s'en sortent, soit elles ont différents circuits de distribution, si elles ont un circuit long, elles ont toujours un petit côté de circuit court à côté. Par exemple, les distributeurs automatiques de fruits et légumes ou de viande. La semaine dernière, avec les marques Juste de Loire-Atlantique et Vendée, on échangeait sur le fait que nos adhérents de Bienvenue à la ferme ont des ateliers de transformation. Ils peuvent partager leurs outils de production, de transformation avec d'autres agriculteurs. Donc ça, je pense on va aller pour faciliter l'investissement ou l'aide à la transformation, pouvoir mutualiser les outils. Et moi, je sais que aussi, encore une fois, on fait un peu de revente de produits complémentaires à notre gamme de fraises et framboises. On fait des asperges d'un copain qui est dans le Maine-et-Loire en bio. Et ben, il nous fournit en asperges et nous, on l'affiche à côté, comme quoi ça ne vient pas de chez nous, mais ça vient du producteur d'un copain qui le fait comme ça. Et les gens le testent, ils goûtent, ils reviennent. On le fait tout le long de la saison avec des produits complémentaires. Parce que sur un des produits plaisir comme de la fraise, la gamme elle est assez réduite. Et on l'élargit, on diversifie notre offre avec des produits de producteurs d'à côté. Dans les 3 minutes qui nous restent avant de refermer cette édition, Yuna Chifolo, pour vous, quelles sont les grandes tendances d'évolution des circuits courts? Vers quoi on se dirige dans les années à venir? Je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal, mais j'imagine que les enquêtes et le recul que vous avez doivent peut-être vous dessiner quand même des grandes trajectoires. Ouais, on est plutôt sur une... Alors même si l'inflation quand même... c'est un contexte... Enfin, il y a un contexte contraint et puis voilà, ce que je disais au début, l'alimentation est une variable d'ajustement. Donc sur les produits de qualité, on voit quand même qu'il y a eu une déconsommation. Mais pour autant, les tendances, elles sont quand même structurellement, comme disait Monsieur Burban, à la diversification chez les agriculteurs. Chaque crise amenant justement un intérêt pour cette diversification des circuits, des produits, avec des mutualisations à faire pour éviter que justement on gaspille du temps et de l'argent, donc mutualisation d'outils, collaboration entre agriculteurs justement pour partager des gammes, donc tout ça, ça se construit. Et du côté consommateur, pareil, on voit aussi que structurellement, les consommateurs, y compris les hypermarchés, sont en difficulté. Les gens vont plutôt vers des formats de proximité plus près de chez eux. Donc, on est sur cette tendance à la diversification qui profite au circuit court, entre autres. Alors, circuit court, se limitant pas à vente directe, il nous faudrait une autre émission pour aborder cette partie du lien, mais qu'a aussi évoqué M. Burban avec les pâtissiers, avec les restaurants, qui sont aussi des acteurs des circuits courts clairement très important. Et là, il y a une envie aussi.
il y a une appétence de ces intermédiaires pour aussi contribuer à ce développement des circuits courts, acheter aux producteurs parce qu'il y a de la demande aussi, pour se faire plaisir également, parce que voilà, on est dans des contextes aussi incertains. Finalement aussi le circuit court il a du sens. Parce qu'il y a ce plaisir, ce lien social, ce sens qu'on donne à notre alimentation, cette contribution à nos territoires. Il y a eu beaucoup de solidarité pendant le Covid, elle demeure dans un contexte un peu géopolitique tendu, quoi. Donc on voit que circuit court, c'est aussi des enjeux pour la résilience, pour résister au choc. Donc c'est plein de nouveaux enjeux aussi. Et là-dessus, on est moins sur l'environnement aujourd'hui, mais ça reste, de toute façon, c'est une valeur forte. Mais relocalisé pour être moins dépendant aussi des flux d'origine externe. Donc voilà, le circuit court revient. Il est à nouveau là et il montre son rôle à jouer. Xavier Burban, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 40 secondes? Et puis, est-ce que vous avez un message à faire passer aux auditeurs alors que votre saison est en train de battre son plein ou commence doucement à battre son plein? Oui, là ça commence à être de plus en plus chargé. Et en plus une grosse semaine pour nous parce que dimanche c'est la fête des mères et c'est un gros week-end pour les pâtisseries en fraises. Ce qu'il faut c'est faut que nous, agriculteurs, on ouvre nos fermes, nos exploitations, et c'est pour ça encore notre réseau Bienvenue à la ferme continue de se développer. Et puis à vous, auditeurs, de venir nous voir, d'aller dans les fermes. Je pense qu'il y en a qui sont très attentifs et prêts à ouvrir nos portes pour expliquer comment on travaille. C'est la communication, il faut qu'on nous montre comment on travaille. Eh bien, un grand merci à tous les deux. Merci beaucoup, Xavier Burban, producteur de fraises, framboises et fruits rouges sur la presqu'île guérandaise. Merci à vous, Yuna Chifolo de l'INRAE, de nous avoir éclairé avec votre expertise scientifique sur ces questions. Le rendez-vous fidélité, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Fidélité, Radio Grand Ciel, ça revient dès demain à partir de 11h en direct. Je vous souhaite une belle et douce journée sur nos antennes. À demain.